performance, on a beaucoup parlé des dirigeants, peut-être trop d'ailleurs finalement d'une manière générale, parce que notre quotidien des RH, c'est pas quand même la rémunération des dirigeants, même si on s'en occupe un peu, parce que il y a le côté VIP et ils nous prennent quand même beaucoup de temps, tous ces gens-là, mais finalement, l'essentiel de notre temps, c'est pas eux. Hein. Bon. Je dirais quelles sont un peu les grandes évolutions qui me frappent. D'abord, payer par rapport à quoi? C'est pas une question, finalement, le salaire. Alors, moi, je dirais, ce qui me frappe, c'est que l'évolution, me semble-t-il, historique de la rémunération, c'est historiquement, on payait à la tâche au XIXe siècle. Hein, et puis finalement, on a fini par déconnecter progressivement la rémunération d'une production immédiate. On est passé à un système de salaire. Et peu à peu, on s'est sophistiqué en s'échappant, je dirais, progressivement du poste. Hein. C'est, me semble-t-il, la tendance historique et forte et, à mon avis, essentielle et noble. Parce qu'au fond, je pense que tous ceux qui sont ici dans la salle, en tout cas dans la fonction RH, moi, depuis que je travaille, je suis toujours frappé par une chose, c'est que vous mettez sur le même poste de travail 2 personnes, vous avez des résultats extraordinairement différents. C'est pas les mêmes. La performance peut être d'ailleurs extrêmement différente. Les compartiments du jeu dans lesquels une personne va travailler va varier beaucoup selon la manière dont elle opère. Et au fond, tout ceci m'a conforté dans toutes ces années en me disant finalement, cette évolution qui est de s'échapper du poste, je paye une personne, je paye pas un poste, j'envoie pas un bulletin de paye à un poste, moi. J'envoie un bulletin de paye à monsieur, madame X. Bon. Et je crois que vraiment, c'est ça, je crois, l'évolution historique et qu'apporté, je pense, la fonction ressources humaines. Ceci dit, les tentations sont récurrentes de ramener la rémunération au poste. Elles sont fortes. Elles sont fortes dans certaines cultures, dans certains pays. Bon. Et je pense que notre tradition, en particulier européenne, justement, qui essaie de se libérer du poste, de la tâche, et au fond rémunérer une personne pour sa globalité, pour tout ce qu'elle est, pour ce qu'elle est aujourd'hui et ce pour qu'elle est demain, puisqu'on rémunère aussi le potentiel des gens dans les facteurs de rémunération, c'est cette évolution qui me paraît extrêmement forte. Ceci dit, le deuxième point que je voulais évoquer, je m'en tiendrai là, c'est de dire après, une fois qu'on dit on rémunère la personne, on ne rémunère pas une personne isolément. C'est-à-dire que, ça a été bien dit, l'entreprise c'est un collectif, sinon il n'y aurait que on ferait des entreprises de travailleurs indépendants. Donc si on est salarié, si on a des groupes de salariés, c'est parce qu'il y a ce lien, c'est collaboratif, enfin les mots qui ont été employés aujourd'hui. Et donc, comment rémunérer une personne pour ce qu'elle est, mais en même temps pour le groupe auquel elle appartient. C'est la deuxième dimension, c'est plus la personne, là c'est le groupe. Parce qu'on ne travaille pas tout seul. Et donc le développement des leviers de rémunération, ou des instruments de rémunération qui ne sont plus liés à la personne ou même au poste, mais qui sont liés aux éléments du groupe. Donc la rémunération liée à de la performance, alors. Et donc la vraie question, c'est la performance collective. Oui, mais quel collectif ? Quel collectif ? Et donc cette question qui est de dire jusqu'où le salarié va accepter le collectif. C'est-à-dire jusqu'où va-t-il avoir le sentiment qu'il y a un lien entre son travail et le périmètre du collectif auquel il appartient. Est-ce qu'on se limite, je sais pas moi, à l'établissement, le site? Est-ce que c'est la business unit ou est-ce que c'est l'entreprise dans son ensemble qui va être ce second élément de rémunération de collectif? Critères économiques bien souvent. Et pour reprendre les questions qui étaient posées par François Dubreuil, c'est, je pense, l'évolution qu'on connaît aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a des critères collectifs d'entreprise, performance financière, avec différents indicateurs. Et la question, au fond, est-ce qu'on voit arriver maintenant, c'est des éléments liés à d'autres éléments de rémunération. Et donc, je pense par exemple à des éléments que nous avons mis en place chez Rhodia et maintenant chez Solvay. Donc, avoir une part de la rémunération variable qui est liée à des indicateurs qu'on appelle, on va dire, de développement durable. Hein, aujourd'hui, tous les 3000 managers du groupe ont une part de la rémunération variable, 10%, qui est liée à des indicateurs de développement durable. Donc c'est la 3e année qu'on entame avec cela.
et pour effectivement se libérer pour le coup dans ces éléments de groupe, de performance collective, se libérer ou plutôt périmétrer les éléments financiers et avoir un levier de rémunération lié à des indicateurs de développement durable. En fait, ces stratégies, elles posent toujours une question, c'est avec qui on l'a fait ? Avec qui ? Parce qu'en général, vous faites un plan qui va être à 3 ans, 5 ans, 6 ans maximum. Enfin bon, une roadmap business, c'est 3 à 5 ans. Et donc, forcément, la question qui se pose, c'est avec qui ? Avec qui ça va se faire ? Bon. Et donc, nous qui sommes porteurs, on va dire porteurs de... Allez, on va dire les ressources humaines, puisqu'on appelle, on va dire que c'est le mot consacré. On sait que les hommes, ils ont un temps, le temps des hommes et le temps du business. Il faut arriver à faire coïncider ça. Pas facile. Donc en fait, pour moi, l'implication du RH dans la stratégie, elle est assez facile. Elle est assez facile parce que dès qu'on dit avec qui on va faire ça, c'est des super projets, mais avec qui et où, ils auront quelles compétences, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être à l'objectif en termes de compétences, de géographie. Au fond, c'est assez naturel. Donc, je dirais, c'est pas très compliqué et c'est compliqué, c'est de mettre en œuvre après, parce qu'effectivement, comme tu dis, anticiper, ça veut dire qu'on fait quand même des plans qui sont glissants. Hein. Je suis d'accord avec toi, 5 ans à l'avance, nos plans, nos roadmaps HR, elles sont glissantes, comme les roadmaps business d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc je pense que c'est assez. Une fois qu'on a cette idée assez claire, c'est qu'au fond la roadmap HR, elle s'intègre à la roadmap business. Ça, c'est naturellement en ayant posé la question avec qui vous faites, avec qui nous allons faire cela, ça se pose. Après, c'est assez simple. Après, il reste à organiser un peu ça. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a des méthodes, des outils, un certain nombre de choses. Et la fonction RH, je trouve, globalement, c'est bien professionnalisé autour de ça. Je crois que ce qui est important, c'est que derrière l'enjeu qu'on a, et moi je suis toujours assez frappé par ça, c'est que quand ça marche bien, c'est extraordinairement motivant pour les collaborateurs. Parce qu'au fond, bien souvent, les collaborateurs, là j'arrive au niveau individuel, là, je suis plus dans la stratégie, mais après, qu'est-ce qui reste sur le collaborateur ? Finalement, les collaborateurs, bien souvent, qu'est-ce qu'ils nous disent ? On ne s'occupe pas de nous. On n'a pas de visibilité moyen terme, long terme sur ce qu'on va devenir. On ne nous donne pas d'indication finalement de où est-ce qu'on sera, nous, moi, individuellement, dans 3 ans, 5 ans. Et effectivement, là, je trouve la réussite, au fond, de notre travail, elle peut être mesurée par à la fois avoir conçu alors on appelle ça GPEC en France, etc. Enfin, en tout cas, un accompagnement quantitatif, qualitatif, formation, recrutement, en tenant compte de toutes les variables, turnover, retraite, etc., etc. Donc une structuration, au fond, d'une roadmap HR complètement crantée avec le business. Et après, au niveau individuel, ce que je m'aperçois, c'est qu'une fois que ça c'est bien construit, qu'on arrive il faut travailler individu par individu. Hein, ça, c'est un énorme travail et d'organisation. Et ben finalement, le salarié, il se retrouve effectivement avec le sentiment que ce travail stratégique, eh bien pour lui, pour sa personne, pour son avenir, effectivement, il commence à avoir effectivement une orientation, un chemin, des formations qui sont organisées. Il commence à savoir où il sera dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Tout ceci est conditionnel. Hein, je veux dire, c'est jamais, ça se révise après année. Et effectivement, de ça naît la motivation, parce qu'il y a une reconnaissance de la personne. Et donc, si la personne est reconnue, elle a une visibilité, elle coïncide, non pas à travers des KPI, effectivement, dans tous les sens, mais c'est à travers son parcours individuel. Ça coïncide avec la stratégie, on va dire, de sa business unit ou de l'entreprise. Et là, il est reconnu, il est motivé, et donc, c'est le premier levier de la performance. Et donc du succès de la dynamique collective de business qu'on a lancée.